Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 12e vidéo. Imaginez que vous êtes à la place d'un général de guerre qui a pour mission de faire tomber le château qui se dresse devant lui. Alors, quelle technique est-ce que vous choisiriez? L'attaque par les murs, par les portes, envoyer des projectiles incendiaires par-dessus, un drone de reconnaissance armé d'une mitrailleuse, voire pourquoi pas hacker l'intranet du château? Bon, il semble que les possibilités ne manquent pas. Pendant les périodes Sengoku et Edo, avant de lancer une attaque, l'idée était d'oppresser l'ennemi retranché dans son château. Les généraux de guerre mettaient en place des forts temporaires tout autour pour l'assiéger. Ils n'hésitaient pas à mettre le feu sur certaines habitations alentours pour mettre la pression. Bref, tout était bon à prendre pour pouvoir se rapprocher du château en toute sécurité. D'ailleurs, ils utilisaient même des insultes pour provoquer l'ennemi. C'est assez rigolo pour être mentionné. Mais il faut bien comprendre que même avec les techniques les plus sournoises, ce n'est pas facile de faire tomber un château qui utilise tous ses moyens de défense. Même si je ne pense pas qu'il y avait des murs anti-bruit contre les insultes à l'époque. En effet, le château, en tant qu'installation défensive, a été pensé pour contrer toutes sortes d'attaques employées à l'époque. Ils sont entourés de douves sèches ou humides, il y avait des digues en terre, des routes tortueuses, des ponts démontables, etc. Dans les pentes, il était aussi construit des précipices ou des murs en pierre, les fameux Ishigaki. Les entrées étaient aussi de véritables goulots d'étranglement pour les assaillants. Donc les châteaux possèdent plusieurs niveaux de défense et sont bien préparés à ce genre de situation. D'ailleurs, ils ne sont jamais vraiment faciles à faire tomber. Mais certains célèbres généraux ont été source d'innovation dans la manière d'attaquer un château. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces techniques qui s'appelle le Mogura-zeme. Et cela consiste à attaquer un château en creusant des trous ou des tunnels. Et nous voilà donc partis pour la minute kanji, celle que vous attendez tous. Dans Mogura-zeme, Mogura signifie la taupe et s'écrit couramment en hiragana. D'ailleurs, c'est assez marrant de savoir que les kanji pour Mogura sont la terre et le dragon, même s'ils sont assez peu utilisés. La taupe est donc un dragon de terre, ça en jette, non? Et zeme vient du verbe semelu qui signifie s'approcher, aborder dans un contexte de mise sous pression ou encore attaquer de façon tactique. Donc on peut dire que littéralement Mogura zeme signifie l'attaque de la taupe. Du coup, ça fait quand même assez sournois comme appellation. L'idée est donc de creuser un ou plusieurs tunnels pour faciliter la prise du château. Les objectifs peuvent être assez divers comme détruire des bâtiments ou des installations stratégiques par en dessous, simplement s'infiltrer ou encore trafiquer les ressources en eau du château. Il faut bien comprendre que le Mogura-zeme est une véritable innovation par rapport aux techniques plus classiques. Cependant, pour creuser des trous et des tunnels viables, vous imaginez bien que ce n'est pas le soldat de base qui va s'y coller. En effet, ce genre de procédé n'est pas simple à mettre en place et cela demande beaucoup de travail et de technique. Donc, on peut se demander quel genre de personne pouvait bien être responsable de la mise en œuvre. L'idée est de reprendre les techniques de minage, on se sert donc des gens habitués à travailler dans les mines pour lancer ce genre de stratégie. Si l'objectif est de détruire un bâtiment, on creuse le tunnel en question jusqu'à l'endroit souhaité, on consolide la galerie à l'aide de piliers et de poutres en bois. Une fois la galerie terminée, on peut mettre le feu au bois, la galerie prend donc feu et le bâtiment au-dessus s'écroule par le sol. Il est aussi possible de creuser un ou plusieurs trous pour aller assécher un puits, voire y mettre du poison, ou encore faire en sorte d'assécher les douves autour du château. Les techniques de minage étaient très courantes et déjà bien développées pendant la période Sengoku. Même si le but du minage est tout d'abord économique, la période Sengoku étant basée sur la guerre, ces techniques ont aussi été utilisées sur le champ de bataille. Et il est dit que c'est le fameux général Takeda Shingen qui a eu le plus souvent recours au Mogura-zeme. Takeda Shingen était connu pour diriger des troupes très fortes et toujours très motivées. Par ailleurs, il était très redouté des autres généraux comme Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu. On dit même que c'était le plus puissant des généraux de l'époque. Voilà, le mec en impose quoi. Il excellait aussi dans la gestion de ses affaires en interne. Il a également eu un rôle très important dans le développement de la région de Kai grâce au développement des mines justement et de l'arrangement des cours d'eau. Cette région de Kai se situe de nos jours du côté de Yamanashi et Kofu. Le quartier général de Shingen se trouvait donc dans le domaine de Kai qui était connu pour ses nombreuses mines de métaux et notamment d'or. Il était donc dit que son armée, la Takeda-gun, était la plus puissante de l'époque Sengoku car elle était toujours alimentée par les richesses venant de ces mines. Donc dans le domaine de Takeda Shingen, on retrouvait beaucoup de personnes spécialisées dans le minage.
Mais le travail de ces mineurs, qu'on appelle aussi des sapeurs au passage, ne consistait pas uniquement à creuser des tunnels, mais aussi à creuser des puits, construire des ponts, créer des voies d'irrigation, etc. Il s'agissait donc d'experts en minage, mais on peut dire que c'était plutôt des sortes d'ingénieurs en génie civil de l'époque. On peut donc considérer les sapeurs comme une unité dédiée à cette opération spéciale qu'est le Mogulazeme. D'ailleurs, les sapeurs étaient tellement importants que Takeda Shingen leur avait donné certains droits. Par exemple, il les exemptait de taxes de passage pour leurs chevaux, aussi il les autorisait à faire du commerce, et en échange, ils étaient disposés à utiliser leurs techniques lors des batailles. Utiliser des sapeurs était donc la spécialité de Takeda Shingen. Il a été recensé beaucoup de batailles pendant lesquelles il a fait appel à ses sapeurs pour avoir recours au Mogulazeme. La plus connue d'entre elles date de 1573. Pendant cette bataille, les sapeurs de Takeda Shingen ont mis en place un magnifique et célèbre Mogulazeme sur le château de Noda dans la préfecture d'Aichi. D'ailleurs, il ne reste rien de ce château de nos jours. Takeda Shingen arriva avec 30 000 hommes contre seulement 500 dans le château. Mais étant très bien défendu, son armée ne parvint pas à le prendre. Il décida donc de mettre en place une stratégie à base de Mogulazeme en appelant ses sapeurs en renfort. Il commença par faire une percée classique dans l'enceinte secondaire du château et s'assura qu'aucun renfort ne puisse arriver. Ensuite, les sapeurs creusèrent un tunnel jusqu'au puits de l'enceinte principale dans le but de l'assécher. Une fois mis à sec, ils s'attaquèrent aussi aux douves du château qu'ils mirent à sec en y creusant des brèches et en déviant son cours d'eau. Se voyant privé de toute ressource d'eau, il était impossible de tenir assiégé et le château fut pris très peu de temps après cette opération. Malheureusement, ce fut la dernière bataille de Takeda Shingen car il décéda quelques semaines plus tard. Certains parlent d'une maladie et d'autres des suites d'une longue blessure par balle reçue lors de cette bataille. Du côté du château, cette technique du Mogulazeme était très redoutée. Pour contrer cela, et dans le but de détecter l'ennemi, il était placé des jarres remplies d'eau au sol. Et la vibration de la surface de l'eau permettait de détecter des activités souterraines. Ou des arrivées de dinosaures aussi, mais bon, c'était quand même moins courant. D'ailleurs, les défenseurs n'hésitaient pas non plus à creuser des tunnels eux-mêmes pour aller directement à la rencontre des sapeurs, et se battre donc sous terre. Il était aussi courant d'enfumer le souterrain pour repousser les ennemis. Plusieurs contres ont donc vu le jour. Une autre technique consistait à enterrer des jarres vides cette fois et d'écouter l'écho venant de sous terre et amplifié par la jarre pour détecter la présence d'un ennemi. Mais pour contrer cela, les sapeurs faisaient exprès de faire du bruit en tirant des coups de feu pour camoufler le son produit par l'avancée du tunnel. Donc on voit bien que le Mogulazeme ne présentait pas non plus que des avantages. Malgré son potentiel destructeur, cela prenait beaucoup de temps à mettre en place et la mobilité des sapeurs était très réduite sous terre. Donc lors de certaines batailles, il arrivait que l'opération ne se passe pas comme prévu. Certains ennemis ripostaient en inondant le tunnel et des fois ils n'arrivaient tout simplement pas à l'endroit souhaité. Je rappelle que les drones et Google Maps n'étaient pas super développés à l'époque. Donc bon. De plus, dans ce genre de tunnel, une balle peut venir à bout de plusieurs personnes d'un seul coup et la fuite est très compliquée. Donc il faut bien voir le Mogulazeme comme une technique à double tranchant. Elle est dévastatrice si elle est bien exécutée, mais elle peut se révéler être un véritable fiasco si la malchance s'en mêle. Donc à consommer avec modération quand même. Pour finir, il ne faut pas oublier qu'attaquer un château en creusant un tunnel n'est pas une exclusivité du Japon. C'est arrivé dans d'autres pays et à d'autres époques, comme par exemple pendant l'époque de l'Empire romain ou encore en Chine aussi, pour ne citer que. Pour ce qui est du Japon, même si d'autres généraux ont eu parfois recours à cette technique, c'est clairement Takeda Shingen et ses sapeurs qui la maîtrisaient le mieux et qui l'ont le plus utilisée. Il est donc logiquement associé à ce genre d'attaque de nos jours. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ce contenu plus orienté vers l'histoire autour des châteaux du Japon vous aura plu. Si c'est le cas, en plus du classique pouce bleu, faites-le moi savoir en commentaire, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, et j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!